On va regarder des produits un peu marqueurs. On se dit, si un client il achète plus du jour au lendemain des fruits et légumes, c'est potentiellement qu'il les achète ailleurs en fait. Il peut pas se passer de cet achat qui est quotidien. Sur des produits plus de stock, peut y avoir une promotion à un moment dans un autre magasin. Ça veut pas dire qu'on a perdu définitivement le client. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Chloé Dupuis. Elle a passé 10 ans dans la data, dont 5 ans dans la banque, puis 5 ans dans la grande distribution chez Catalina. Aujourd'hui, elle est manager analytics retail et encadre 3 data scientists, toujours chez Catalina. Catalina est une agence de marketing spécialisée dans la promo personnalisée qui existe depuis 30 ans et qui est présente en France, en Europe et aux États-Unis. Bonjour Chloé. Bonjour Marc. Alors Chloé, est-ce que tu peux nous parler de Catalina ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, comme tu l'as si bien dit, on est spécialisé dans la promo personnalisée. L'atout de Catalina, ça va être d'allier la finesse de ciblage et la puissance de communication. Pour te donner quelques chiffres, au niveau mondial, on a 30 000 magasins connectés à nos systèmes informatiques. On analyse 20 milliards de transactions chaque année et on suit en continu au niveau mondial 130 millions de foyers. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de toute cette masse d'informations ? Concrètement, on analyse le comportement d'achat des consommateurs pour de la grande distrib, pour mettre en place des stratégies de fidélisation, de recrutement, via des activations personnalisées et omnicanal. Donc ça peut être du couponing ciblé en magasin ou en digital, du programme de fidélité, d'engagement. C'est assez varié. Chaque année, Catalina met en place environ 30 000 campagnes pour les grands noms de la grande distribution comme Carrefour, Intermarché, Monoprix, Coca-Cola, Henken, Danone, Nestlé. Aussi pour des PME françaises, Bjorg, Andros, Carcadelac et plein d'autres marques présentes chez Catalina. Et alors donc la data chez vous, comment c'est géré ? Comment vous l'utilisez ? Quelle data vous avez ? Alors du coup, nous on reçoit toute l'activité transactionnelle des enseignes, donc on va vraiment recevoir les données ticket de caisse des shoppers. Notre équipe data, elle se divise en 2 grands pans. On va avoir d'abord une équipe BI qui va gérer tout ce qui est récupération de la donnée, qualité de la donnée et accessibilité de la donnée. Donc accessibilité évidemment aux équipes data, mais aussi ce qui est très important, c'est de donner l'accessibilité aux équipes transverses pour qu'en fait on ait une autonomie d'utilisation de la data quotidienne par des consultants marketing, des commerciaux, avec toujours pour objectif de dégager du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée dans les équipes data. Donc voilà, donc ça c'est l'équipe BI qui est composée d'environ 8 personnes. À côté de ça, on a l'équipe Analytics dont je fais partie. On est environ 25 et on va être dédié à des activités. On va avoir une équipe de data analysis dédiée à l'activité plutôt enseigne retail, donc Monoprix, Carrefour, Intermarché. Une autre équipe dédiée plutôt à l'activité marque industrielle. Et en transverse, on a l'équipe Data Science qui va nous aider sur l'ensemble de nos activités, qui va intervenir sur différents plans qui sont mis en place sur les différentes enseignes. Voilà. Ok. Alors peut-être on peut avoir un exemple pour chacune de ces équipes de tâches qui sont de leur responsabilité ? Oui, pour l'équipe BI, développer une plateforme d'accessibilité de la data aux équipes consultantes marketing commerciales. Un dashboard ? Non, alors ça va plus être une plateforme d'utilisation de la data. Ils vont pouvoir, en clic-bouton, prendre les datas dont ils ont besoin et générer des requêtes automatiques pour sortir des KPIs business, pour suivre leur business au quotidien. D'accord. L'équipe Analytics, on va intervenir à différents niveaux. On va intervenir sur du ciblage avec de la recommandation de personnalisation. On va intervenir sur du bilan, évidemment, du bilan de campagne, mais aussi sur la mise en place d'algorithmes pour identifier des styles de consommation, des cibles stratégiques appétantes à un produit, une marque ou appétantes à un style de consommation aussi, par exemple des clients appétants à du bio, à des produits bien Nutri-scorés. Voilà, on va intervenir globalement à ce niveau-là. Tendance de long terme.
Comment ? Vous regardez un peu la tendance de long terme. Ouais, tendance de consommation. Et alors l'équipe Data Science ? Et l'équipe Data Science elle nous aide à développer ces algos et à les implémenter dans des plans qui sont souvent déjà existants depuis quelques années. Et en fait, avec l'équipe Data Science, on va chercher à toujours plus de personnalisation sur nos plans. Donc, on va tester des algos sur des plans déjà existants et pouvoir ensuite analyser si cette personnalisation, elle améliore les performances de nos campagnes. Est-ce que tu peux nous décrire une mission type avec la mise en place d'une promotion Ouais. Donc, on a nos équipes commerciales qui vont, elles, travailler directement avec les enseignes, qui sont nos clients, qui vont avoir un besoin de recruter une cible de clients. Ça peut être des cibles familles, des cibles seniors. Et ils vont mettre en place une campagne de couponing en magasin ou digital. Et ensuite, nous, on va récupérer un brief de la part des équipes commerciales pour mettre en place cette campagne, avec toujours la prise de témoins, une partie des clients qui ne seront pas animés sur cette campagne. Donc, du coup, on va intervenir à ce niveau-là. Ensuite, la campagne a lieu. Et on récupère ensuite les données pour l'analyser, faire un bilan avec des recommandations marketing, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et avec un objectif derrière de revente de l'opération pour l'année suivante ou un autre temps fort, ou voilà. Alors on a l'impression que la data, même la digitalisation, c'est quelque chose d'assez récent et c'est une entreprise qui a 30 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans ? Qu'est-ce qui a évolué ? Oui, en fait, il y a 30 ans, nous, on a commencé avec le coupon papier. Et puis, évidemment, avec l'explosion du numérique, Catalina s'est adapté et dès 2012 a mis en place des solutions digitales chez Catalina. Donc aujourd'hui, ça nous a donné de nouvelles perspectives, des possibilités de ciblage, de personnalisation, de suivi qu'on ne pouvait pas faire avant avec le coupon papier. Du coup, on a une palette de solutions maintenant qu'on peut proposer à nos partenaires. Et depuis quelques années, le digital connaît vraiment une croissance exponentielle chez Catalina. On récupère aussi depuis 5 ans toutes les données Drive, donc ça contribue d'autant plus à la croissance du digital chez Catalina. Mais notre métier ne change pas fondamentalement, nous, en tant que data analyst. Notre pouvoir, c'est toujours d'apporter cette recommandation de personnalisation et d'aller au plus fin et de proposer la meilleure offre aux bons clients, au bon moment, avec le bon canal. Tu me disais que vous aviez dû vous adapter, vous transformer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transformation d'une équipe data ? Ouais, alors effectivement, en 2022, on a vécu une transformation à l'analytics qu'on a appelée Exit SaaS. Donc, comme son nom l'indique, on a quitté SaaS, cet outil qu'on utilisait tous depuis des années. Nous, au départ, on a décidé de se transformer pour 3 objectifs. Premièrement, c'était dans un souci d'automatisation, automatiser nos process pour gagner en temps, pour gagner en productivité, en efficacité. Deuxièmement, c'était plus pour essayer d'enlever le plus de process manuels dans nos process pour toujours avoir le moins de risques d'erreur et un taux de qualité qui s'améliore puisqu'on travaille pour des clients externes. Donc c'est quand même quelque chose qui est au centre de notre quotidien. Et enfin, pour pouvoir proposer des algorithmes à la pointe du marché de machine learning et d'intelligence artificielle. Du coup, donc, on a quitté SaaS. Donc avant, on était sur SaaS, on pointait sur des bases de données qui n'étaient pas dans le cloud. Et aujourd'hui, on utilise le langage Python via un éditeur VS Code. On a aussi accès à du Snowflake, donc ce qui nous donne pas mal d'agilité pour construire nos bases de données, notamment nos bases de données digitales, et avoir vraiment l'utilisation, construire la base de données qui va nous aider au quotidien pour nos tâches. Ensuite, on a une équipe data science qui utilise beaucoup Databricks pour faire des traitements Spark. Et enfin, plutôt sur de la data vise, et ça fait déjà quelques années qu'on l'a mis en place, on utilise du Power BI, pour des bilans, pour des reportings à destination de nos consultants marketing et nos commerciaux, mais aussi de nos clients externes, pour encore une fois les rendre autonomes sur l'utilisation de la data et qu'ils puissent jongler avec les datas qu'on leur donne et sortir l'info la plus pertinente pour eux. D'accord. Alors ça c'est un logiciel, moi je sais que je me fais cibler par leur pub, ils viennent de signer avec la Fédération Française de Rugby pour les accompagner, etc. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait un logiciel du passé, en tout cas peut-être pas en fin de course. Est-ce que tu peux nous parler des raisons qui vous ont fait quitter ce logiciel, on va dire les inconvénients de ce logiciel ?
Nous, on voulait automatiser le plus de process possible. Et c'est vrai que dans SaaS, voilà, on manquait d'automatisation sur des process qui sont assez récurrents chez nous et qui prennent beaucoup de bandes passantes à l'analytics. Voilà, où il y avait des imports de fichiers manuels, un manque d'automatisation parce que aussi c'est des process qui tournent depuis des années et nous on a une contrainte de toujours répondre aux besoins business, donc pas forcément tout le temps la bande passante pour se concentrer sur un code et le revoir entièrement. Donc, ça permet pas l'automatisation suffisante, donc pas assez d'intégration avec les autres outils peut-être. Oui, alors on peut automatiser sur ça évidemment, mais c'est des traitements qui sont beaucoup plus longs. De toute façon, là, en temps de traitement, depuis qu'on est passé sur Python, pour donner un chiffre, c'est grosso modo, parce que je ne les ai pas forcément en tête exactement, mais sur un process hebdomadaire, une requête qu'on devait lancer de manière hebdomadaire qui nous prenait 4 heures tous les lundis matins, aujourd'hui, c'est un process qui va tourner en 30 minutes. En fait, ça change le quotidien parce que on a tout de suite nos résultats. S'il y a un problème, il faut qu'on soit réactif parce que c'est des campagnes qui sont mises en place dès le lendemain en magasin. Donc voilà, faut pouvoir intervenir assez rapidement pour que le client ait toujours l'offre quand il vient visiter son magasin préféré. C'est quoi les conséquences d'une transformation au quotidien Alors, pendant la phase de transformation, nous, on a été accompagnés par un cabinet externe pour nous aider à faire cette transformation, à migrer tous nos codes, parce que, évidemment, on ne pouvait pas en faire pâtir le business. Donc, il fallait continuer à produire, à délivrer, tout en faisant cette transformation. On a dû se faire aider avec tout le temps des data analysts, évidemment, qui étaient en accompagnement de ces prestataires pour toujours bien suivre que le code allait être converti de manière à ce que ça réponde aussi, nous, à nos objectifs, à notre vision métier. Donc, je dirais, pendant la transformation, ce qui a été difficile, c'est d'allier la réponse aux besoins business et en même temps de se développer sur un nouveau langage qu'on ne connaissait pas du tout. On est tous devenus débutants, un peu comme si on retournait sur les bancs de l'école. Donc c'est une transformation qui prend du temps, qui aujourd'hui, on n'a pas encore atteint notre vision cible. Sur certains process, ça continue à prendre du temps parce que aussi les data analysts ont dû se réapproprier des codes qui ont été convertis par d'autres personnes, donc souvent avec d'autres logiques. La réappropriation, la montée en compétence sur l'outil, savoir aussi quel outil utiliser à quel moment, parce que maintenant on a vraiment une palette d'outils vraiment spécifique pour chaque utilisation qu'on veut en faire. Donc toujours se poser au moment d'une nouvelle mission, ok, quel outil est le plus adapté, quel est celui qui va me permettre de gagner en efficacité, qui va me donner le meilleur rendu, le meilleur algo, etc. D'accord, et cette perte de repères, un peu de productivité, combien de temps ça a duré avant que vous vous sentiez vraiment à l'aise avec la nouvelle stack ? Bien 6 mois. Ouais, je dirais ça. Après, c'est difficile parce qu'il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, bon là c'est bon, on est expert sur Python. On continue d'apprendre aujourd'hui. En revanche, ce qui a été vraiment sympa à vivre et positif, c'est que de se retrouver tous débutants sur ce nouvel outil, ça a créé vraiment une cohésion d'équipe. Il y a eu beaucoup d'émulation, il y a eu beaucoup de solidarité, de partage de tips entre nous. On s'est organisé des petites formations Python pour se challenger entre nous en réunion d'équipe. À chaque fois, on n'hésite pas à dire est-ce que si vous avez rencontré des difficultés que vous avez réussi à résoudre, partagez-les parce que souvent, c'est rare que quelqu'un ne connaisse pas la même difficulté dans les semaines suivantes. Donc, ça a été vraiment un moment d'équipe très sympa qui a soudé l'équipe qui est plus dédiée au retail et l'équipe marque et l'équipe data science. Il y a eu vraiment une cohésion de cette grande famille Analytics. Et aujourd'hui, vous avez récupéré une maîtrise supérieure à ce que vous aviez avant avec votre ancienne stack. Oui. Vous avez fait du coupon papier, vous en faites encore. La digitalisation vous a amené à faire d'autres choses. Est-ce que tu peux peut-être nous parler des alternatives et puis si tu as une visibilité un peu sur ce que ça représente en proportion de vos missions aujourd'hui, le papier encore ? Alors, en termes de proportion, j'ai pas la vision de toute l'activité analytics. Sur l'activité digitale, nous en ce moment on a une solution qu'on a mis en place chez Catalina qui s'appelle One, qui marche très bien. L'idée c'est que de plutôt réfléchir en bon d'achat en magasin, on va proposer des challenges dans la durée et en digital, soit présents sur nos sites et applications Catalina ou présents sur les applis de nos partenaires enseignes. Et donc le but ça va être vraiment d'engager les shoppers à travers des challenges promotionnels avec différents niveaux de gains
humain, donc un côté assez ludique derrière ça, mais aussi des actions relationnelles pour interagir avec la marque, avec les enseignes. Et on travaille avec plus de 40 marques sur cette solution. Donc voilà, là c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer chez Catalina, qui marche super bien. Alors, tu as passé 5 ans dans la promotion, tu as sans doute des bons conseils, une bonne vision des écueils, éventuellement des astuces pour quelqu'un qui veut faire de la promotion. Est-ce que tu peux nous partager quelques trucs ? Donc je dirais le point global, c'est la personnalisation. Parler au client au bon moment, avec la bonne offre, sur le bon canal. Ça, c'est vraiment l'objectif. L'intérêt, ça va être de trouver justement cet arbitrage entre proposer l'offre la plus attractive pour le client, tout évidemment en gardant un niveau de rentabilité qui est bon. Donc justement, nous, on a des algos qui permettent de gérer ces choses-là, qui vont, par exemple, proposer la meilleure combinaison effort générosité à un client. Vous allez en magasin, on vous demande d'acheter pour 3 € de fruits et légumes et on vous offre 50 centimes. L'algo, il va définir pour chaque client quelle meilleure combinaison pour lui va l'intéresser. Est-ce que c'est plutôt d'avoir une forte générosité et dans ces algorithmes, donc ça va proposer ça à chaque client de la manière la plus optimale, mais tout en respectant une fonction de coût qui va être la rentabilité de la campagne. C'est d'aller dans la personnalisation, mais en gardant en tête que il faut évidemment que les campagnes soient rentables. Comment on mesure la rentabilité d'une campagne ? Alors, la rentabilité, ça va être un rapport entre l'additionnel qu'on a généré et les coûts que cette campagne a engendrés. L'additionnel, sur la plupart de nos campagnes, je dis bien la plupart parce que c'est pas toujours possible, on va faire de la prise de témoins. Donc, une partie des clients qui ne vont pas être exposés à cette campagne. Dans le cas où, bien sûr, c'est une campagne qui n'est pas annoncée en magasin, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre des clients de côté, parce que sinon, les clients se plaignent. Donc voilà, on va faire de la prise de témoins en assurant évidemment la représentativité de nos deux groupes sur différentes variables de contrôle selon les clients qu'on va animer. Ouais. Et puis ensuite, au moment du bilan, on va regarder ce qui se passe, le comportement d'achat des clients qui ont été contactés par un coupon ou qui ont été sur leur appli et qui ont activé un challenge par rapport à ces témoins qui n'ont rien reçu. Et voilà, on va regarder combien ils ont dépensé, est-ce qu'ils sont plus venus, qu'est-ce qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils ont acheté plus de produits promus qui étaient proposés dans cette campagne, ou est-ce qu'au contraire, ça les a fait aller dans d'autres catégories. On va regarder aussi, par exemple, si quand on a des plans de longue durée, si le client est devenu un meilleur client au sens marketing grâce à ces campagnes-là, en analysant des matrices de transfert de segmentation RFM, par exemple. Et après, dans les coûts, effectivement, il va y avoir les coûts d'impression des coupons, les coûts d'envoi d'emails, selon le canal utilisé, et les coûts de générosité qui ont été distribués aux clients. Oui. Voilà. Et donc, ça nous donne la rentabilité des campagnes. D'accord. Donc, A/B testing, finalement, avec des magasins entiers, pour pas léser certains clients d'un magasin. Et on arrive à peut-être se rendre compte sur l'ensemble des produits achetés. Est-ce que certains ont été achetés moins souvent à cause de la promotion ? Certains, au contraire, ont été achetés plus ? C'est peu probable qu'on achète moins parce qu'il y a une promotion. C'est plutôt ça n'aura aucun impact ou au contraire, la promotion fait venir plus les clients. Je voulais compléter par rapport à ça parce que donc, je disais qu'il y avait une majeure partie de nos campagnes sur lesquelles on tire des témoins, mais donc parfois c'est pas possible. Et dans ces cas-là, l'équipe Data Science a travaillé sur un gros projet ces derniers mois qui va utiliser des algorithmes qui vont permettre de tirer des témoins a posteriori pour mesurer des impacts de campagne sur lesquels on n'a pas pu mettre en place de témoins. Ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour chercher des groupes de clients qui ressemblent aux clients qui ont été exposés à cette campagne pour pouvoir quand même mesurer quelque chose. D'accord. Donc ça, c'est la grande nouveauté parce qu'on a quand même des grosses campagnes nationales sur lesquelles on ne peut pas prendre de témoins. Et voilà, c'est évidemment plus compliqué pour mesurer un impact qui soit réel et significatif d'un point de vue statistique. Si je prends l'exemple qu'on prend souvent quand on parle de cannibalisation des ventes, la lessive, par exemple, s'il y a une promo sur la lessive, que c'est ma marque, j'en prends 6 mois, et puis pendant 6 mois, j'en achète pas au prix plein tarif. Comment vous mesurez un peu cet effet ? Tu veux dire que du coup le client fait des stocks. Alors avec la promo, quoi, il en profite.
Alors sur les produits qu'on achète de manière, disons pas quotidienne, c'est plus compliqué. Alors nous souvent on est quand même sur de l'alimentaire, donc on n'a pas une campagne spécifique pour la lessive. Enfin, notamment, alors pardon, je m'embrouille un peu, ça va être plutôt côté marque. Moi, je suis au niveau retail, donc c'est vraiment au global de l'enseigne. Ouais. Ça va être plutôt sur des rayons, là, du rayon produits, hygiène, mais c'est un rayon global, ça va pas être sur un produit. Donc au final, voilà, c'est pas quelque chose qu'on ressent, parce que c'est pas un produit en particulier. Mais en effet, ce problème peut se poser, par exemple, dernièrement, on travaille sur un algorithme de churn, donc c'est comprendre, en fait, de savoir distinguer le client qui ne fait plus ses courses dans cette enseigne. Ouais. Parce qu'il a trouvé une autre enseigne qui propose, dans un contexte inflationniste, des produits moins chers, et donc on l'a perdu. Ouais. De le distinguer d'un client qui, un de ses enfants est parti du foyer parce qu'il est grand, il prend son appartement, ou je sais pas, il y a un divorce, donc il y a une baisse de besoin, donc une baisse de consommation, ouais. Mais sur laquelle on ne peut rien faire, c'est une baisse de besoin. Et vraiment une baisse de consommation sur quelque chose où on peut intervenir. Et donc ça va être plus, on va regarder des produits un peu marqueurs. On se dit, si un client, il achète plus du jour au lendemain des fruits et légumes, c'est potentiellement qu'il les achète ailleurs, en fait. Il ne peut pas se passer de cet achat qui est quotidien. Sur des produits plus de stock, peut y avoir une promotion à un moment dans un autre magasin. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu définitivement le client. Voilà, c'est des algorithmes qui sont compliqués à mettre en place. Très dur à mesurer. Ouais, et surtout que nous, c'est justement quelque chose c'est une donnée. Alors, on a beaucoup de données, mais les données de géolocalisation des clients, c'est quelque chose qui nous manque. Voilà, de savoir, ok, le client, il habite ici. Si on regarde la localisation des magasins autour de son lieu d'habitat, en fait, on voit qu'il y a une enseigne concurrentielle à côté. Et on voit qu'il part, ok, donc ça peut nous donner une information supplémentaire sur son type de churn, mais on n'a pas cette info. Donc il faut vraiment rentrer dans le détail pour comprendre, quoi. Ouais, c'est beaucoup de temps, au final c'est pas tant l'algorithme qui est compliqué à mettre en place, c'est plus de définir la cible en fait. Comment se comporte un client qui part d'une enseigne et qui veut parvenir, quoi. Et au niveau de la rentabilité des promotions, dans l'imaginaire collectif, il y a un peu l'idée de... s'ils le font, c'est que ça leur apporte de l'argent. Et je me demande quelle est la proportion en fait des promotions qui sont faites à tort entre guillemets. Est-ce que ça t'arrive souvent de analyser une promotion passée et se rendre compte que c'était pas une bonne idée? Oui, bien sûr, ça arrive. C'est aussi des tests et en fait on va toujours avoir la volonté de s'améliorer et de faire en sorte que ça marche, donc comprendre pourquoi elle n'a pas marché cette promotion. Est-ce qu'on était sur un périmètre produit trop petit, pas assez pénétré? Est-ce que en fait il nous manque justement un critère de personnalisation pour vraiment bien toucher le bon client? Est-ce que c'est une campagne qui n'a pas duré assez longtemps? Parce qu'on a des durées de validité aussi des campagnes, donc je dis n'importe quoi, c'est une campagne qui dure 2 semaines et qu'on est plutôt sur des cibles de clients qui viennent une fois par mois, on peut en louper certains. C'est quelque chose qui n'arrive pas parce que on fait de la personnalisation, donc on s'assure de bien tout combiner, mais bien sûr ça peut arriver sur des nouveaux dispositifs qu'on connaît pas. On peut se rendre compte que ça marche pas, mais avec toujours derrière des recommandations. Ok, comment on peut faire pour que la prochaine fois ce soit un succès? Et souvent on arrive à faire en sorte que c'est un succès, et si ça l'est pas, on arrête et puis on trouve autre chose. Tu nous as parlé un petit peu d'algorithme, de machine learning. Chez vous, le machine learning, où est-ce qu'il intervient? Quels sont les usages? En fait, on va intervenir à différents moments, je dirais, de la campagne. On va intervenir sur du ciblage avec, par exemple, des algorithmes de recommandation produits, savoir quel produit proposer aux clients, des algorithmes qui vont proposer l'offre la plus intéressante d'un point de vue financier pour le client. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, l'algo qui va proposer la meilleure combinaison effort-générosité. On va aussi intervenir encore une fois sur du ciblage, mais pour identifier des cibles stratégiques, des cibles appétentes à une marque, à une catégorie, à des styles de conso. On va intervenir au niveau machine learning sur des bilans avec, par exemple, des algorithmes de type itératif pour redresser les populations témoins pour faire des mesures. Parfois, en fait, on va remarquer qu'il y a des distorsions entre nos témoins
En fait, post-campagne, parce qu'on va analyser, nous, les clients qui ont été vraiment exposés à la campagne. Et donc, on crée une distorsion avec nos témoins. Donc, ça va être, on va utiliser des algos de type Calmar, maintenant Icarus, pour redresser ces témoins et les rendre comparables. Enlever du biais. Enlever le biais d'un des deux datasets. Tout à fait. Et donc voilà, sur du bilan là-dessus. Et plus récemment, comme je te disais, sur de la mesure sans témoin, utiliser de l'intelligence artificielle pour trouver des groupes de clients qu'on va pouvoir analyser pour donner des impacts. Voilà, j'en oublie sûrement, mais le champ des possibles est assez large. On intervient à différents moments. Pour les algos qui enlèvent du biais sur les datasets témoins, est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple de comment ça fonctionne, enfin nous parler un peu de ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe Data Science travaille pour que ce soit des packages faciles à utiliser pour les équipes data analystes. Donc en gros, on a ce qu'on appelle des toolkits avec toutes ces différentes méthodes qu'on utilise dans notre quotidien. Donc la prise de témoins, le redressement de témoins, le calcul additionnel, ça va être dans des packages qui sont construits par l'équipe Data Science et que nous, on va pouvoir implémenter dans nos codes pour utiliser pour chaque analyse la même méthode surtout, pour qu'on soit vraiment uniformisé sur les méthodes qu'on utilise, qu'on gagne aussi en temps, puisque c'est des tâches qui se répètent. Mais voilà, globalement, ça va être des packages sur lesquels on va pouvoir rentrer, nous, nos paramètres, à quel niveau ces témoins ont été tirés, est-ce que c'est un niveau segment RFM, est-ce que c'est un niveau d'une autre segmentation. On va mettre aussi le nombre d'itérations qu'on souhaite pour ce redressement. C'est un algo qui fonctionne de type itératif, donc voilà, on va pouvoir faire varier ce paramètre, et voilà. Mais nous, on ne requête pas l'algorithme à chaque fois qu'on fait nos bilans. On utilise des packages qui sont construits en interne. Une boîte à outils interne. Une boîte à outils interne. Du coup, là, pour le redressement, on utilise la méthode anciennement Calmar, devenue Icarus, voilà, pour un calage de population statistique. D'accord. Tu peux nous parler de ta plus grande déconvenue avec la data? Alors, déconvenue, c'est difficile à dire. Enfin, c'est déconvenu, frustration, quoi. Parfois, on va se dire, si on avait cette donnée-là, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait voir si, ok, c'est pour ça que ça n'a pas marché, ou c'est pour ça que ça a marché, ou de pouvoir cibler davantage de cibles appétantes. Donc, je te disais, par exemple, pour les données de géolocalisation, c'est quelque chose qui nous manque. Je dirais aussi, parfois, la difficulté d'accessibilité de la data. Quand c'est nos clients qui doivent nous envoyer une data, on a du mal à la récupérer, ou nous-mêmes en interne, parfois, il y a la donnée qu'on imagine simple à récupérer. Et en fait, ça peut être un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas bien l'interface, qu'on ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. Enfin, en fait, avant d'être sûr de mesurer la bonne chose, on a pas mal d'interactions avec nos équipes BI aussi pour faire des tests et être sûr que, ok, là, on a la bonne donnée. Et voilà. Donc, je dirais ça. Peut-être aussi sur... voilà, on a plein d'idées d'algo à mettre en place. Parfois, malheureusement, ils s'adaptent à des campagnes, mais c'est des périmètres trop petits. Donc, en fait, on ne peut pas le mettre en place. Donc, ça peut être assez frustrant parce qu'on sait que c'est quelque chose qui marcherait, mais... Périmètre trop petit, ça veut dire quoi, par exemple? C'est des campagnes qui vont être faites sur des périmètres produits trop petits, avec peu d'acheteurs, sur des marques innovantes, par exemple. Pas assez de volume pour que les algos s'appliquent. Oui. Parce que parfois, on va tester un algorithme sur une campagne avec des grosses volumétries pour être sûr de pouvoir lire quelque chose à la fin. Puis on se dit, cet algo, il a vraiment bien marché. On aimerait le tester, il serait très impactant sur cette campagne-là. Malheureusement, on ne peut pas, en fait, le périmètre est trop petit. Donc voilà. Et quand est-ce que tu es la plus contente de ce que tu fais? Alors, il y a eu plein de moments où je suis contente, mais quand on se met autour de la table avec l'équipe Data Science, qu'on va réfléchir on a une campagne qui marche très bien depuis des années, mais on a toujours besoin de renouveau et de montrer qu'on avance. Donc on va se mettre autour de la table avec l'équipe Data Science, on va réfléchir ensemble, on va mettre en place des tests. Donc on va suivre tous ensemble les résultats au fur et à mesure de cette campagne et de voir que le test a marché. Et justement, là, on est content quand on voit que plus des personnalisations, ça marche, qu'on le présente au client, qu'il est content, qu'il se dit « Ah ouais, en fait, vous nous proposez vraiment une solution intelligente. » Et ouais, la personnalisation, c'est l'avenir et c'est ce qu'il faut. Et il faut toujours essayer d'aller plus loin là-dessus. Donc, je dirais que c'est ça. Et puis, aussi, de pouvoir valider ou invalider des hypothèses. Chiffrer que ouais, c'est vrai ou au contraire, non, en fait, vous vous trompez, on s'imaginait ça, mais c'est tout le contraire qui se passe, en fait. Pourquoi ? Et ça, c'est hyper challengeant intellectuellement. T'as un exemple pour nous de situation dans laquelle l'intuition a été complètement invalidée par le... Là, je pourrais pas te dire un exemple comme ça, mais c'est assez rigolo parce que, en fait, les équipes
les gens ont une vision de la data comme un peu on est Madame Irma, quoi. On a une boule de cristal et essayer de nous estimer ça et de prédire vraiment l'avenir. Parfois, alors prédire l'avenir pour prédire si un client il va vouloir acheter ça dans le futur, on sait faire. Mais prédire, par exemple, ok, cette campagne, combien elle va nous rapporter, est-ce que les clients vont être intéressés vraiment par ce truc? En fait, des fois, on dit, ok, alors nous, on fait de la data, mais on n'est pas non plus des voyants, on va pas pouvoir non plus vous donner tout ce qui va passer dans l'avenir. Mais c'est assez rigolo de voir ça, et parfois, on arrive à le faire, et en fait, les gens nous voient comme, enfin, en tout cas chez Catalina, nous voient comme des mentalistes, et c'est assez rigolo. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote qui te vient ? Alors, je mets beaucoup de temps à raconter les histoires, donc ça risquerait de déborder. Mais du coup, on travaille avec la data, donc sur des campagnes. Par exemple, on va prendre des cartes tests chez nous. Les Cataliniens ont des cartes chez Intermarché, chez Carrefour. Et on va tester avec les cartes, enfin, avec leur accord, bien sûr. Ok, est-ce que tu as bien reçu ce coupon? Est-ce que tu as bien reçu ce challenge, machin? Et du coup, parfois, on va pouvoir voir ce qu'ils consomment ou découvrir, je sais pas, ok, toi, tu manges très sucré. Enfin, c'est des choses un peu marrantes. Une fois, on avait mis en place une segmentation cycle de vie pour une enseigne, donc pour vraiment estimer la tranche d'âge dans laquelle se trouve le client. Donc l'enseigne qui nous avait donné des cartes de test à eux, tester notre algo. Et en fait, il y avait une des clientes qu'on avait segmentée en tranche d'âge 60-70 ans et qui en fait avait plutôt entre 40 et 50 ans. Donc en fait, on s'est retrouvés au rendez-vous en disant elle dit c'était ma carte et je fais pas partie de la tranche d'âge 60-70. Et du coup, c'est des moments un peu gênants. Mais ça fait partie aussi de la data et des comportements atypiques qui existent. Et là... Pas de chance, l'algo s'était trompé, ils ont fait une carte test. Il y a la fameuse anecdote de Target là-dessus où une femme s'est mise à recevoir de la pub pour des couches bébés, etc. Oui, voilà. Il y avait une histoire de comportement alimentaire qui avait changé et donc l'enseigne, l'algo avait suggéré que la femme était enceinte, quoi. Et elle était enceinte. Ça, c'est un algo qui marche bien. Comme exemple. Oui. Quel profil vous recrutez chez Catalina ? Alors déjà, on recrute notre futur chef aujourd'hui. Donc voilà, c'est une info qu'on partage. Alors on recrute souvent parce que du coup on est une grande équipe, donc il y a souvent un poste ouvert. On va recruter des data analysts, donc évidemment qui ont une très bonne connaissance Python, mais aussi on essaie de toujours avoir l'alliance entre compétences techniques, mais aussi appétence marketing. Voilà, capacité à analyser vraiment la valeur marketing derrière une campagne, aussi une capacité à communiquer avec des équipes qui sont pas dans la data, pouvoir les présenter en rendez-vous client, être assez à l'aise à l'oral. Voilà, en gros, ça. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un, pour une entreprise qui voudrait se lancer dans la promotion et donc utiliser la data appliquée à ses promotions? Justement, je dirais du coup de pas se borner à ce secteur en particulier. En fait, la data, elle s'applique à des secteurs très différents et ton podcast le démontre. Tu reçois des gens qui bossent dans la data, mais dans des secteurs très variés. Et en fait, on veut tous derrière la même chose, c'est connaître derrière les gens. Connaître les clients et donc en fait s'adresser de la meilleure manière à ces gens-là. Et du coup, je dirais que ce serait de s'ouvrir en fait à différents secteurs, de faire de la veille, de s'inspirer de ce qui est fait. Par exemple, nous récemment, on a une de nos collègues qui a assisté à un meet-up sur des algos de reco chez Deezer et Spotify, donc rien à voir avec nos activités. Mais elle est revenue et elle nous a partagé tout ce qu'elle avait appris. Et en fait, c'est hyper intéressant et on voit que derrière, il y a vraiment le même objectif. Donc c'est très inspirant. Donc je dirais, c'est vraiment de s'ouvrir à tout ce qui peut être fait sur le marché, participer à des congrès, à des meet-up et voilà. Super. Merci pour le conseil, Chloé. Merci à toi. Vous venez d'entendre Chloé Dupuis, manager Analytics Retail chez Catalina sur Data Driven 101. La semaine prochaine, je recevrai Alex Haag, expert en voiture autonome. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager et à suivre l'émission sur votre plateforme préférée. À très vite.